Croissance, profitabilité des entreprises, niveau de l'emploi, pouvoir d'achat, beaucoup d'indicateurs sont au vert en cette rentrée, sauf un, le commerce extérieur, 35 milliards de déficit sur le premier semestre. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à Raphaël tous. Legendre, journaliste à l'Opinion. En dehors de ce point noir, et on va en parler évidemment de ce commerce extérieur, Bruno Le Maire, il avait de quoi, il a de quoi avoir le sourire quand même en cette rentrée, non? Il est très content de lui, Bruno Le Maire, en cette rentrée, effectivement, parce Vous avez que déjeuné avec lui hier, hein, faut pas le dire. il a rencontré la presse hier, Oui. effectivement. Les indicateurs sont bons. Objectivement, c'est vrai que cette rentrée est meilleure que ce qu'on anticipait il y a un an. Souvenez-vous, hein, on était sur des prévisions assez catastrophiques sur le champ de l'emploi, notamment entre 800 000 et 1 million d'emplois devaient être détruits. Et ce dont on se rend compte en cette rentrée, eh bien, c'est que ce n'est absolument pas le cas. Le chômage est aujourd'hui à 8,1%, c'est-à-dire qu'il a retrouvé son niveau d'avant-crise. Plus de 300 000 emplois créés depuis le début de l'année. Et 260 000 uniquement sur le deuxième trimestre, c'est une très bonne nouvelle. Et ça prouve une chose, c'est que la politique de quoi qu'il en coûte, et notamment l'activité partielle, qui a, je le rappelle, quand même coûté 35 milliards d'euros. Tout ça a un coût budgétaire important. Mais cette politique a porté ses fruits puisque ça a évité qu'on détruise le tissu productif et ça a préservé l'emploi, effectivement. Donc on arrive maintenant à ces niveaux qu'on connaissait avant crise et qui sont des niveaux un peu structurels, une sorte de seuil structurel en France. On se demande si en France le chômage minimum n'est pas à 8% parce qu'on constate aujourd'hui qu'une entreprise sur deux a du mal à recruter. Pourquoi? Parce qu'on manque de compétences et qu'on a ce socle de chômeurs, de sans-emploi, qu'il va falloir ramener vers l'emploi. Ça sera notamment la mission du revenu d'engagement annoncée le 12 juillet par le président de la République, mais on en parlera une autre fois peut-être. Ouais. C'est Bruno Le Maire qui met sur la table cette question ce point noir, ce talon d'Achille du commerce extérieur français. Est-ce que c'est vraiment catastrophique d'avoir 35 milliards sur un semestre? Parce qu'on est dans les purs. C'est très mauvais. Non, on n'est pas dans les purs. C'est très mauvais. C'est ce qu'on fait en général. Et ça fait 20 ans que la situation est catastrophique. Mais on est entre 40 et 70 milliards depuis maintenant très longtemps. On est effectivement sur les très mauvais résultats qu'on connaît depuis 2 décennies. L'année dernière, on était sur environ 65 milliards de déficit sur l'année et on est en général un peu en dessous, on est dans les 50-60 quand ça va bien et au-dessus de 60 quand ça va mal. Là, ça va mal. Pourquoi il remet ça sur le tapis Parce qu'au milieu de toutes ces bonnes nouvelles, les Français pourraient croire, alors que des réformes un petit peu difficiles sont à venir, que puisque tout va bien sur le plan économique, il n'y a plus aucun effort à faire. Ça n'est pas le cas, c'est pas vrai. D'autant qu'on a eu une décroissance de 8% l'an dernier, donc plus 6, moins 8. On n'a pas encore rattrapé le retard, même si on le rattrape plus vite que prévu. On reste encore en recul. Et puis, on peut avoir une autre ambition pour la France, que c'est 65 milliards de déficit commercial. Effectivement. Alors, ce n'est pas surprenant que le déficit se creuse un peu cette année. Le champion pour le commerce extérieur en France, c'est Airbus, c'est l'aéronautique qui porte énormément. C'est tourisme, luxe et aéronautique. Voilà, c'est à peu près les trois piliers, grandes filiales, effectivement. L'agroalimentaire qui a beaucoup perdu malheureusement, était un ancien fleuron, l'est plus maintenant. Mais on est sur ces 3 pieds, effectivement. Et la crise de la Covid, qu'est-ce qu'elle a abîmé? Évidemment, les transports, même si ça reprend plus fort que prévu sur certains types d'avions à Toulouse chez Airbus. Et puis le tourisme, tout le tourisme long courrier est toujours absent en France. Et ça, effectivement, donc à qui la faute? Je veux bien entendre qu'effectivement, en année de crise, malheureusement, nos 3 piliers ont été touchés. Mais sinon, à qui la faute sur plus longue période? Pourquoi la faute, elle remonte. Ce déficit extérieur, enfin commercial, c'est un mal endémique, pour le coup, ça. C'est structurel, c'est effectivement structurel depuis 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans en France? Il y a eu l'euro. Alors l'euro qui était un peu élevé par rapport au niveau du franc, c'est vrai, mais qui nous a protégés dans cette crise. Donc l'euro, on peut lui dire merci. Ceux à qui on ne dira pas merci, c'est ceux qui, dans les années 90, certains industriels, soutenus en cela par l'État, ont théorisé le monde sans usine. Le monde sans usine. En tout cas, l'entreprise sans usine, on l'appelait faiblesse à l'époque. Souvenez-vous, Serge Turuc, notamment, patron d'Alcatel, qui était un champion mondial à l'époque, on voit ce que c'est devenu aujourd'hui malheureusement, avait développé, théorisé cette idée d'une entreprise sans usine. La mode à l'époque était de délocaliser vers des géographies à bas coût de production.
l'Asie notamment, la Chine, c'est ce qui a permis l'essor de la Chine également depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte et de quoi on se rend compte aujourd'hui pendant la crise? C'est que, quand vous avez des problèmes de supply chain, de chaîne d'approvisionnement, quand votre usine est en Chine, c'est beaucoup plus difficile d'avoir les matières premières, les intrants dans votre pays. Et puis, on a constaté un effondrement, littéralement, de la part de l'industrie dans notre PIB, dans notre création à qui la faute de richesse. C'est une faute partagée entre grands patrons d'industrie vraiment dans les années 90 et l'État qui ont suivi cette mode. C'était has-been l'industrie à l'époque. Il faut s'en rappeler, c'était une image un peu à la Zola, c'était polluant, c'était les hauts fourneaux, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et on a littéralement, au tournant des années 2000, c'était Jacques Chirac qui était alors président de la République, on a abandonné notre industrie. On en paye aujourd'hui les pots cassés, que ce soit en termes de niveau de PIB, de déficit extérieur, 65 milliards, ça n'est pas rien, et en termes d'emploi aussi, on a perdu énormément de compétences. Il faut savoir qu'un emploi créé dans l'industrie, c'est 3 emplois induits dans les services autour de l'industrie. Et donc, on assiste aujourd'hui à un revirement complet de stratégie dans la politique économique, dans la politique industrielle, qui n'est plus un gros mot aujourd'hui en France. On entend ce mot de réindustrialiser depuis très longtemps dans la bouche des politiques. Qu'est-ce qui a été fait sous Emmanuel Macron pour notre pays depuis qu'il est en fonction? Parce que je crois que c'est vous, dans le papier que vous écrivez aujourd'hui, Bruno Le Maire parle d'angle mort de notre économie, cette histoire de déficit commercial. Absolument, c'est le point noir qu'il souhaite souligner. Ce qui a été fait d'abord, ce sont des baisses de charges. Emmanuel Macron baisse l'impôt sur les sociétés. On est en fin de mandat, on est toujours à moins 35 milliards de déficit commercial. Ce sera alors la transformation d'un paysage industriel ne se fait pas du jour au lendemain. C'est des investissements par milliards. Est-ce qu'on en a fait suffisamment? C'est un travail qui a été lancé avant Emmanuel Macron. On pourra toujours en faire plus. On a la contrainte budgétaire qu'on a, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'État de tout faire. Le rôle de l'État, c'est de poser un cadre attractif et d'aider autant que faire se peut la bonne marche de la réindustrialisation du pays. Ensuite, c'est aux financiers, aux entrepreneurs et aux industriels de faire le boulot. Ce travail, il a été amorcé entre les deux quinquennats. Un peu avant Emmanuel Macron, on se souvient des 40 milliards de baisse de charges instaurées d'abord par François Hollande, après avoir augmenté d'autant les impôts. Mais ça a lancé quand même un peu, ça a relancé l'attractivité française. Emmanuel Macron a continué avec la baisse de l'impôt sur les sociétés, avec plus récemment 20 milliards de baisse d'impôts de production qui pèsent énormément sur l'industrie. Il en reste encore 50. Alors évidemment, le différentiel avec l'Allemagne qu'on pointe souvent reste colossal. Il reste énormément de travail à faire. Encore une fois, nos finances publiques sont ce qu'elles sont. Donc on ne peut pas non plus rogner trop vite sur les recettes fiscales. Mais depuis quelques années, c'est très important, la dynamique de l'emploi est repartie à la hausse en France, dans l'industrie. Pendant longtemps, on détruisait les emplois dans l'industrie. On en a détruit pendant 20 ans et depuis 2016-2017 à peu près, on recrée enfin de l'industrie en France. L'industrie a toujours un problème d'image auprès des plus jeunes, d'attractivité, qui ont parfois encore l'image de la vieille industrie. Ça n'est plus ça. Aujourd'hui, c'est l'industrie 4.0, c'est l'industrie des futurs. Les usines n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient avant. Et donc, il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place, qui s'est accélérée avec la crise. On parle aujourd'hui beaucoup, effectivement, de réindustrialisation, on parle de relocalisation. Exactement. Mais c'est une partie du plan de relance et est affectée à cette relocalisation. Qui sont hors de France ici, c'est pas peine perdue. On a des résultats sur justement l'argent public qui est mis pour aider à relocaliser des morceaux, parce qu'on va tout relocaliser. Non, on ne va pas tout relocaliser et ce qu'il faut d'ailleurs, c'est multiplier pour les entreprises, c'est multiplier leurs sources en réalité. Mais on ne sera jamais compétitif par rapport à des pays d'Europe de l'Est ou des pays d'Asie. Ou les pays du Maghreb ou d'Europe de l'Est pour être très près de chez nous, bien évidemment. Ceci dit, il y a des choses à faire en France. Il faut opérer une montée en gamme dans les produits que nous produisons. On dit souvent que la France produit, c'est pas très agréable pour nos amis espagnols, mais de la qualité espagnole au prix allemand. C'est évidemment dû aux charges en partie, la compétitivité coût reste assez moyenne, même si elle a été améliorée ces dernières années. On a encore des marges de valeur, mais il faut surtout, on ne va pas non plus faire tabula rasa de nos cotisations sociales. Le coût du travail sera toujours élevé en France comparé
à l'Afrique du Nord, aux pays de l'Est ou en Asie. Et donc, ce qu'il faut, c'est monter en gamme, c'est innover et produire des biens qu'on ne trouvera pas ailleurs. Raphaël, il nous reste une minute. On est dans l'actualité puisqu'il y a un conseil stratégique de l'export qui s'est réuni hier. Non, qui se tient aujourd'hui, qui se tient cet après-midi. Franck Riester, ministre oui. du Commerce extérieur, et Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, se réunissent en fin d'après-midi, effectivement, pour essayer d'améliorer. On verra les annonces qui peuvent être faites en fin de journée, il n'y aura rien de majeur, mais l'organisation de la filière export, des mesures ont été mises en place pendant la crise pour essayer de soutenir les entreprises à l'export. On a davantage de garanties export qui vont être mises en place. Et la bonne nouvelle, qu'on souligne au ministère du Commerce extérieur, eh bien, c'est que davantage d'entreprises, dans la crise, se sont mis à exporter. Depuis des années, on était à 130 000 entreprises françaises, beaucoup de PME évidemment, qui exportent. Ce chiffre est passé l'année dernière à 132 000, c'est donc une bonne dynamique. Après une réorganisation de la filière export, les CCI, les chambres consulaires sont censées en France maintenant repérer davantage les PME et les ETI à potentiel d'exportation et le réseau consulaire à l'étranger dans les ambassades doit lui ouvrir les portes des marchés pour faire un accompagnement un peu plus serré que ce qu'il n'était précédemment. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Raphaël Gendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. À bientôt. Salut.